Merci de nous faire confiance pour vous informer. Bienvenue dans la grande édition d'information d'Évasion Soir, dont voici les principaux titres. Le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture, à la tête d'une importante délégation, vient de boucler une campagne de sensibilisation pour la réconciliation nationale et le développement du Fouta Djallon partout. Moussa Condé a prôné l'unité des Guinéens. Et puis le journaliste d'Espace FM Aboubakar Diallo était ce soir à la barre au tribunal de première instance de Dixine, ce après la plainte déposée contre lui par la PDG du groupe Allo Média, Chantal Cole, pour diffamation dans un numéro de l'émission Les Grandes Gueules, les Échos dans cette édition. Les femmes représentent plus que la majorité de la population guinéenne. Quelle place occupent-elles sur la scène politique du pays? Vous aurez la réponse dans cette édition. Voilà, c'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Direction le Fouta pour commencer cette édition d'information où était le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture à la tête d'une caravane de sensibilisation pour la réconciliation nationale. Moussa Condé Tatavieux vient de sillonner sous-préfecture et district de l'Abbé où il a bénéficié du soutien et de l'accueil chaleureux des populations. L'émissaire du chef de l'État a partout appelé à l'union pour le développement de la Guinée et lutter contre le chômage des jeunes. Benoumar Sylla a été sur les pas du ministre, son reportage. C'est dans une envolée oratoire rythmée par les flûtes dont seuls les Nyamakala du Fouta ont le secret que le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture a été accueilli par les populations de la Moyenne-Guinée. Accompagné par les cadres de son département et des autorités locales de l'Abbé, l'émissaire du chef de l'État était porteur d'un message de paix, de concorde, de réconciliation et de développement. De Popodara à Noussi, en passant par Sanou, Kalan et Tunturu, Moussa Condé Tatavieux et sa suite ont été accueillis par une foule nombreuse. Des populations qui ont exprimé leur adhésion au projet de développement amorcé par la Troisième République avant d'étaler les difficultés auxquelles elles sont confrontées, notamment l'enclavement des zones de production et l'accès à l'eau potable. Si hier, il y avait quelques doutes quant au soutien des populations de Popodara à son programme, aujourd'hui, nous sommes à 200%. Ceux-là qui soutiennent son programme à Popodara, nous ne parlons pas de politique ici, nous parlons de développement. Le désenclavement des zones de production, l'aménagement d'un terrain de sport, la construction d'une maison de jeunes, l'appui de nos femmes regroupées en associations pour les activités de maraîchage, de teinture, de saponification, etc. pour subvenir à leurs besoins quotidiens. La fourniture d'eau potable dans nos villages. À Popodara, une sous-préfecture située à 17 km de l'Abbéville, le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture a demandé aux populations de faire de l'unité nationale une réalité. Moussa Condé se dit prêt à faire du développement de ces localités une priorité. Le Fouta est un grand peuple. C'est un grand peuple qui a fait l'histoire, qui a aidé la Guinée dans son histoire, qui a combattu aux côtés de ses frères de la Basse-Côte, de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière. Pourquoi mettre le Fouta à côté? Et c'est ce cordon-là que nous sommes venus pour couper. Maintenant, ça n'existera plus. Le Fouta est confondu aux autres populations de la Guinée et derrière le professeur Alpha Condé pour le développement de ce pays. Kalan, Noussi, Sanou, Tunturu, Popodara, chacune de ces sous-préfectures de l'Abbé a bénéficié des assistances financières du ministre Tatavieux et plus de 5 jeunes de ces localités ont été sélectionnés comme matelots. Des chaînes musicales, groupes électrogènes, des équipements sportifs ont été offerts par le ministre de la Pêche au nom du gouvernement aux jeunes de ces sous-préfectures. La réconciliation nationale, l'adhésion au changement prôné par le professeur Alpha Condé et le développement ont été les maîtres mots de ces rencontres. Politique à présent, les femmes représentent 52% de la population guinéenne. Depuis toujours, cette couche sociale s'investit en politique. Quelle place occupe-t-elle sur la scène politique du pays? C'est le sujet de ce reportage grand format signé Ibrahima Souriari Yansani. Depuis l'aube des indépendances, la femme guinéenne s'investit en politique aux côtés des hommes. Et aujourd'hui, avec l'évolution du temps, nombreuses parmi elles sont leaders de partis politiques. Comme les hommes, leur ambition, participer au développement socio-économique du pays. Toutes les fois qu'il y a une volonté de changement,
une forte volonté de changement. Ce sont les dames qui se mettent devant et les hommes suivent après. Cela ne veut pas dire que les hommes ont peur, mais c'est que les hommes cherchent à préserver leur famille, donc ils hésitent. Et la femme se met à l'avant pour qu'ils sachent que non, il s'agit de la famille, il s'agit de la nation. Donc je me mets à l'avant et tout de suite l'homme suit. Personnellement, avant de faire la politique en 1990, j'étais d'abord femme d'affaires. Et aujourd'hui, il y a plusieurs femmes dans la vie politique et plusieurs femmes leaders. J'ai demandé à suivre un leader qui est, disons, un dinosaure de l'opposition guinéenne et dont la conviction est presque semblable à la mienne, c'est-à-dire que sortir de la population de cette pauvreté et se battre pour l'entente, pour le développement participatif, pour une démocratie participative, et aider la femme et l'enfant, la famille. J'ai suivi un leader dans ce sens. Mais depuis l'avènement du multipartisme en Guinée en 1990, seule Haya Sarandaraba a été candidate à une élection présidentielle, celle de 2010. Malheureusement, elle a été sévèrement battue par les hommes, alors que les femmes représentent 52% de la population guinéenne. C'est à elle qu'il faut poser cette question, qu'elle se mette en question pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. L'on se demande si c'est une crise de confiance qui fait que les femmes leaders de partis politiques n'arrivent à s'imposer véritablement sur la scène politique. Cependant, le code électoral donne aux femmes 30% sur toutes les listes électives. Ce n'est qu'une application d'une loi, c'est dans le code électoral. C'est une justice qu'on rend aux femmes. Les femmes qui sont là, qui font la politique, ce sont des femmes en fait, ce sont des analphabètes. Être dans la politique, il ne faut pas l'être parce que tout simplement la place est disponible. Il ne faut pas être dans la politique parce que tout simplement tu veux faire du suivisme. Il faut avoir une certaine force de caractère, avoir la volonté et la conviction. Si on ne sait pas ce qu'on veut, on n'a pas la conviction de quelque chose, de ce qu'on veut faire, là où on veut aller, on n'ira nulle part. Est-ce des problèmes qui justifient leur positionnement dans les partis politiques même? Des formations au sein desquelles elles n'occupent souvent que des postes de présidente nationale des femmes. Ça dépend de leur négociation, la négociation qu'elles font. Voyez-vous, lorsqu'il n'y a qu'une seule place, il y a 5 femmes et un homme. Et il arrive des moments où certaines femmes disent que si ce n'est pas moi, il n'y aura aucune autre femme. Donc on donne la place au seul homme qui est là. Parce qu'il n'y a pas le consensus. Dès l'instant qu'elles vont se dire qu'il faut céder la place à celle qui a la compétence, là ça va être beaucoup mieux pour les femmes. Il ne s'agit pas d'occuper un fauteuil pour parler d'équité. Il faudrait qu'il y ait la compétence derrière. Sinon c'est toute une nation qu'on met en péril. Autant dire que le chemin est encore long pour les femmes en politique en Guinée. Vive les femmes pour que vivent les hommes. Dans l'actualité, Aboubacar Diallo, journaliste à la radio Espace, était ce jeudi à la barre avec son avocate. Il a comparu au tribunal de première instance de Dixine ce soir. Cette comparution fait suite à la plainte déposée contre lui par la PDG du groupe de presse Allo-Média. Chantal Cole l'accuse de diffamation dans l'un des numéros de l'émission Les Grandes Gueules. Dans la même affaire, un autre journaliste, David Yombuno, a reçu ce jeudi la citation à comparaître. Une centaine de journalistes, comme vous le verrez sur les images, se sont mobilisés pour soutenir le confrère Aboubacar Diallo. Compte rendu, Mfali Kilavoki. L'audience qui a mobilisé plusieurs journalistes a été marquée par un coup de théâtre dans une affaire très attendue. Et le procès n'a duré que pour quelques minutes. À l'entame, le président audiencier a fait lecture de la citation avant de demander au journaliste Aboubacar Diallo de décliner son identité à la barre. Le ministère public, se référant à l'article 385 du Code de procédure pénale, a exigé à la partie civile le paiement de la consignation du procès, c'est-à-dire les frais du jugement. La défense, dans la foulée, a proposé 5 millions de francs guinéens, réplique de la partie civile à la barre. Cette dernière a plaidé de fixer les frais du jugement à moins de 5 millions de francs guinéens. Le président audiencier, pour sa part, a fixé la caution à 1 million de francs guinéens avant de renvoyer le procès au 13 décembre prochain. L'audience de ce jeudi a été surtout marquée par la forte mobilisation des journalistes venus soutenir Aboubacar Diallo. Au sortir, ce dernier a tenté d'élucider les motifs de sa convocation.
Et nous avons fait une émission dans les Grandes Gueules le 22 novembre. Tout ce que nous avons fait comme commentaire ce jour dans cette émission n'est que le reflet de la réalité. Quand nous avons dit que les journalistes sont écrasés du boulot, allez savoir, de me poser la question à ces journalistes qui ont été renvoyés, qui travaillent matin, midi, soir pour 6 médias et pour un salaire de misère qu'ils ne reçoivent que 45 jours après. Chez Chantal Cole, parfois c'est elle, la patronne, qui s'érige en rédactrice en chef, qui désigne les gens. Parfois c'est elle qui préside les conseils de rédaction. Et plus généralement, les décisions qu'elle prend, sur un coup de tête parfois, sont exécutées directement par son directeur de la radio. Moral au beau fixe, ces journalistes ne se reprochent de rien. Aboubacar Diallo s'est dit réconforté du soutien de ses confrères. Nous sommes davantage galvanisés dans notre conviction par cette puissante mobilisation que nous avons observée ici et ce soir ici au tribunal de première instance de Dixine, parce que toute la presse guinéenne, à travers les sites internet, à travers la radio, les télévisions, tout le monde s'est saisi de ce dossier. Après Aboubacar Diallo, c'est au tour d'un autre journaliste convoqué par Chantal Cole. David Yombounou, journaliste au groupe de presse Allo Média, renvoyé récemment, est accusé par Chantal Cole pour, je cite, incitation à la violence. J'ai reçu l'appel de la présidente du CNC, Mme Martine Condé, qui m'a menacé. Elle m'a dit, il faut faire attention, il faut faire attention. Je prends la communauté nationale et internationale à témoin, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où l'insécurité, on le sait, c'est menaçant pour la presse guinéenne, c'est menaçant pour la liberté d'expression. Deuxièmement, elle dit que je suis en train de manipuler les journalistes. Les journalistes, c'est des gens qui ont la conviction. La presse guinéenne, plus que jamais solidaire, entend conquérir ses droits à travers la promotion de la liberté de la presse. Il faut dire que cette affaire Chantal Aboubacar inquiète la presse guinéenne. Certains journalistes présents à l'audience demandent l'intervention du gouvernement pour trouver une issue à ce bras de fer qui prend désormais une proportion inquiétante. Je propose de les écouter au micro de Mfali Guilavogui. C'est pas parce que c'est la personne de Aboubacar Diallo donc, qui est convoquée aujourd'hui dans cette juridiction, mais plutôt c'est la presse qui est menacée. Quand une presse, en tout cas dans une émission, seulement il trouve à dire que les gens sont écrasés de boulot ou que Mme Chantal Cole a eu à faire des études environ 26 journalistes professionnels en dénonçant cela, que ce journaliste se retrouve aujourd'hui devant les barreaux, je pense que c'est révoltant. Moi je voudrais tout simplement saluer l'humilité d'Aboubacar Diallo, parce qu'en citoyen libre et honnête, il a accepté de répondre à la convocation du tribunal. Aboubacar a tenu des propos sur une radio. En principe, c'est contre cette radio qu'on devait porter plainte. La mobilisation de cet après-midi de tous ses confrères qui étaient présents ici au tribunal, cela prouve à suffisance que cette confraternité qui était jusqu'ici mise à rude épreuve en Guinée est en train progressivement de s'installer dans notre pays. Donc moi je dirais à tous les confrères qui sont épris d'une équité, qui sont épris des valeurs journalistiques, de se mobiliser davantage au chevet de ces amis qui sont aujourd'hui confrontés à ce problème. L'actualité, c'est aussi l'ouverture ce jeudi à Conakry de l'atelier de formation des membres du comité technique régional de protection de l'enfant. Il est organisé par la direction régionale des affaires sociales de la promotion féminine de l'enfance. Objectif est la revue des activités menées au cours de l'année 2012 en faveur de l'enfant. Compte rendu, Fanta Conté. Cet atelier regroupe une quarantaine de participants, tous membres du comité technique régional de protection de l'enfance. Pendant 3 jours, il s'agira pour ces acteurs clés de la protection de l'enfance de faire non seulement la revue des activités de l'année 2012, mais aussi de déterminer les points de convergence entre les différentes structures concernées. Il sera également question d'identifier les progrès, mais surtout les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans la mise en œuvre de leurs activités. Ces 3 jours d'échange sur nos expériences doivent contribuer à mettre en place un cadre de concertation efficace fondé sur la définition des responsabilités individuelles et collectives. C'est autant dire qu'au terme des travaux, nous aurions élaboré les meilleures stratégies de fonctionnement de notre unité de planification, de gestion et de suivi-évaluation que constitue le comité technique régional de protection de l'enfant.
Cet atelier de formation s'inscrit également dans le processus de consolidation du dispositif de protection de l'enfant et de la femme mis en place grâce au concours technique et financier du programme de coopération Guinée-UNICEF. C'est pourquoi le chef de cabinet du gouvernorat de la ville de Conakry, en présidant cette cérémonie, a exhorté les participants à faire des recommandations pertinentes. Je voudrais vous inviter à faire de ces 3 journées des moments privilégiés d'intenses échanges et de concertation sur l'ensemble des questions liées à la promotion des droits de l'enfant. Tout vous signifiant la totale disponibilité du gouvernorat pour tout appui institutionnel, je voudrais encore une fois de plus vous exhorter à formuler des recommandations pertinentes pour le bon fonctionnement du comité technique que vous allez constituer. Il faut signaler que l'un des acquis majeurs dans le domaine de la protection de l'enfance dans la ville de Conakry est l'implantation du dispositif de protection de l'enfant et de la femme à base communautaire dans 130 quartiers de Conakry et les 5 comités locaux de protection dans les 5 communes de la capitale. Et puis le COJEL Hagda entend des coordinations des jeunes leaders de l'axe Amdalaï-Kagbilin pour le développement organisé une conférence ce matin à la maison commune des journalistes. Objectif procéder au lancement officiel de l'ONG et celui de ses activités. Quelques représentants des groupements, associations des jeunes ainsi qu'une trentaine de journalistes ont pris part à la rencontre. Compte rendu, Diao Bachir. C'est une centaine de structures de jeunes composées de staff, de groupements d'associations ou de serrés qui forment aujourd'hui le COJELAC, coordination des jeunes leaders de l'axe Amdalaï-Kagbilin pour le développement. Avec le slogan pouvoir de décision, de l'unité et de la réalisation, cette ONG, à travers la sensibilisation et la mise en œuvre de plans d'action, compte responsabiliser la jeunesse de la commune de Ratoma. Ce matin, à la maison commune des journalistes, elle a procédé au lancement officiel de ses activités. Le coordinateur de cette ONG est revenu d'abord sur sa genèse. Après les événements qui ont secoué notre pays, le 30 juin 2006, les événements de janvier 2007. C'est avec un constat amer sur une série d'assassinats. Les jeunes manifestants, notamment nos amis, nos frères, nos sœurs, nos jeunes leaders, différents mouvements, associations et groupements, avons jugé nécessaire de retrouver pour des médias afin de discuter des problèmes qui minent et entravent l'évolution de cette jeunesse. Et la concrétisation de ce idéal, à notre avis, ne pourrait être possible en nous retrouvant en ONG. Longtemps considéré comme axe du mal par certains, la jeunesse de l'axe Amdalaï-Kagbilin veut désormais prendre son destin en main afin de participer au développement économique et social de la commune de Ratoma. Pour réussir ce pari, l'unité de tous les jeunes s'avère indispensable. Occasion pour le coordinateur d'exposer quelques besoins vitaux de la deuxième plus grande commune de Conakry. Développer l'axe du changement qui a une mauvaise réputation pour l'absence de cadre de l'État et les infrastructures étatiques. Les écoles publiques, collèges et lycées, les hôpitaux ou dispensaires, les centres culturels, maisons des jeunes, les terrains de football, bibliothèques scolaires et les centres d'animation culturelle, CLAC en abrégé. L'insécurité et les ratissages qui se font dans la commune de Ratoma n'ont pas été occultés au cours de cette rencontre. Il y a des ratissages aussi. Nous sommes des jeunes leaders, nous sommes concernés parce que c'est des jeunes aussi de Ratoma qui sont en train d'être arrêtés. Pour réussir sa mission, la coordination des jeunes leaders de l'axe Amdalaï-Kagbilin pour le développement compte sur l'appui de l'ensemble de la jeunesse guinéenne, du gouvernement et des institutions internationales. L'actualité sur un même plan, la plateforme des ONG et mouvements associatifs État a animé ce jeudi une conférence de presse. Objectif préparer la journée nationale des ONG. Aminata Djuntou Diallo. C'est un prélude à l'organisation de la journée nationale des ONG que les membres en charge de cette organisation ont tenu cette conférence. Objectif, donner des explications sur les préparatifs de la journée. La POM, entendait plateforme des ONG, mouvements associatifs et États, regroupe plusieurs organisations sociales du pays. C'est la raison de l'organisation de cette journée à Conakry et dans les régions administratives. Cette journée habituellement fêtée le 25 octobre, sera célébrée en différé au Palais du Peuple. Contrairement aux années passées, qui étaient cette fois-ci en décembre 2012. Donc cette journée
aura présenté comme thème central de cette fois-ci le rôle des ONG et du mouvement associatif dans le cadre de la mise en œuvre du plan quinquennal. Nous allons avoir des sous-thèmes dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de la santé, dans le cadre de l'agriculture et de l'environnement, dans le cadre de la bonne gouvernance et surtout dans le cadre de l'emploi jeune. À partir du 13 décembre déjà, il va y avoir une exposition des activités que les ONG et les associations ont pu réaliser sur le terrain. Selon les organisateurs, contrairement aux autres pays, la plateforme évolue sur fonds propres. Les ONG internationales sont financées par leurs États d'origine. Or, ici en Guinée, aucune ONG nationale n'a un petit financement, aussi petit soit-il, pour pouvoir évoluer sur le terrain ici, à plus forte raison, dire qu'elle va quitter le pays pour aller s'investir, par exemple, à l'extérieur. Donc nous voulons interpeller l'État pour que l'État voit réellement comment pouvoir supporter ces organisations de la société civile. Retenez que les journées seront présidées dans chaque région par son gouverneur. Et puis une rencontre d'échange a eu lieu ce jeudi entre une dizaine de journalistes des médias publics et privés, le Comité international de la Croix-Rouge, délégation de Conakry. La rencontre a eu lieu au siège du CICR à Koléa dans la commune de Matam. Objectif, faire connaître par les journalistes la mission du CICR en général et en Guinée en particulier. Ibrahima Souriari, Ansané, reportage. L'ONG humanitaire internationale CICR est en Guinée depuis 2002 et dans le cadre de son programme d'activité de cette année 2012, elle a échangé ce jeudi avec la presse. Il s'agit pour la délégation du Comité international de la Croix-Rouge en Guinée de faire connaître l'institution par les hommes de médias publics et privés du pays. Les échanges ont ainsi porté sur sa mission de protection, d'assistance et de respect du droit humanitaire international dans les pays en situation de conflit. L'objectif de cette matinée, comme tous les ans, était au-delà du travail que nous faisons conjointement sur le terrain avec les médias en Guinée pour justement faire connaître nos activités, d'avoir un échange par rapport à toutes les activités des différents programmes du CICR ici en Guinée. Alors que la Guinée n'est pas en situation de conflit, l'ONG intervient tout de même dans plusieurs domaines, notamment dans le cadre du respect des droits des détenus. On travaille avec les autorités pour essayer d'améliorer et la situation nutritionnelle, l'alimentation des détenus et l'accès aux soins de santé. En parallèle avec cette activité, on a aussi des projets pour l'approvisionnement en eau pour les populations, notamment pour certaines populations rurales qui ont des problèmes particulièrement graves d'accès à l'eau. On travaille en partenariat avec notre cousin qui est la Croix-Rouge guinéenne dans ce que nous appelons des activités de coopération pour les soutenir dans leur capacité de répondre aux urgences. En parallèle à tout ça, on travaille aussi avec les hôpitaux, les structures de santé pour la capacité de prise en charge. Et puis, finalement, on a tout un ensemble d'activités pour la promotion du droit international humanitaire, pour l'intégration des normes du droit international humanitaire dans la loi guinéenne. Et on travaille avec les forces de sécurité pour les opérations de maintien de l'ordre, dans tout le travail qui se fait à l'intérieur du pays. Avec des questions-réponses, les journalistes ont été largement édifiés de la mission du CICR dans les pays en général et en Guinée en particulier. Le bureau guinéen du CICR compte multiplier ce genre de rencontres pour toucher le plus grand nombre de journalistes. D'une rencontre à une autre, l'atelier de renforcement des capacités des journalistes guinéens dans le suivi de la transparence de la gestion des industries extractives en Guinée s'est achevé hier à la Maison de la Presse. Pendant 10 jours, 16 journalistes de la presse privée ont bénéficié d'une formation dans l'exploitation minière plutôt en Guinée. C'est une initiative de Osiwa et Revenu Watch Institute en collaboration avec l'ISIG de Kuntia, comme rendu et la Jomar Barré.
Cette dernière journée était axée essentiellement sur les acquis pendant les 10 jours passés en formation dans le cadre du renforcement des capacités des journalistes guinéens dans le suivi de la transparence de la gestion des industries extractives en Guinée. Un atelier conçu à partir du principe que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Le but était de transmettre aux participants le savoir, les compétences et une déontologie qui leur permettrait de provoquer et d'alimenter un débat public sur l'industrie extractive en toute indépendance. On avait des objectifs d'accroître les connaissances auprès des journalistes en Guinée sur le secteur minier. Et là, aujourd'hui, je pense qu'avec chacun des participants qui a assisté à cet atelier, on pourrait maintenant avoir un débat informé sur les sujets qu'on a couverts. Je ne dis pas qu'on est devenu expert, mais je pense que les éléments des bases, les points qu'il faut tenir en compte ont été implantés. Maintenant, c'est comme si on a sémé, mais on doit attendre encore pour la récolte. Quand on commençait cet atelier, moi j'avais beaucoup d'inquiétudes. Il y avait des inquiétudes parce que c'était la première fois en Afrique francophone que ce modèle d'atelier était organisé. J'avais des inquiétudes parce que je me demandais si les participants allaient montrer le niveau d'intérêt pour profiter de ce genre d'atelier. Je finirai donc en vous rassurant qu'en ce qui me concerne, au nom de Osiwa, nous serons toujours là toutes les fois que vous manifesterez le besoin d'accompagnement dans les limites des moyens qui sont les nôtres, parce que pour nous, contribuer à une bonne gestion du secteur minier en Guinée, c'est contribuer au développement de la Guinée, à la réduction de la pauvreté en Guinée. Quant aux journalistes bénéficiaires de la formation, ils se disent satisfaits et comptent créer une association sur les questions minières, un meilleur moyen pour pérenniser ce qu'ils ont appris. Nous avons eu cette chance de partir à Sangaredi. On a visité les mines de Visu, nous avons vu les machines sur le terrain, nous avons rencontré les techniciens et on a également eu une très grande chance, c'est-à-dire venir à Kamsar, voir à l'usine et surtout voir le bateau même qui transporte notre minerai qui n'est autre que la bauxite. Certains journalistes se trompent bien sûr dans la rédaction de certains articles sans maîtriser un peu le jargon de ce secteur. Alors ça a été vraiment une opportunité pour nous d'être outillés davantage un peu dans ce secteur. La formation des journalistes guinéens sur les industries extractives en Guinée, notamment les mines et les hydrocarbures, pour la période du 26 novembre au 5 décembre, ont permis à ces journalistes d'être outillés dans le domaine de l'exploitation minière, le tout ponctué par la remise des attestations de formation. Maintenant, en direction l'intérieur du pays où les enfants de Dubreka étaient ce mercredi à l'école des droits et devoirs de l'enfant. C'est une initiative de la coalition des ONG de la protection des enfants de la région administrative de Kindia. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la célébration du 23e anniversaire de la Convention sur le droit des enfants. Ansouman Kumbasa. C'est dans le cadre de la poursuite des festivités marquant le 23e anniversaire de la Convention sur les droits des enfants à laquelle la Guinée a souscrit que la coalition régionale des ONG de la protection des droits des enfants de la région administrative de Kindia a organisé ce mercredi à l'école élémentaire générale Lansana Conté de la commune urbaine de Dubreka cette séance d'explication des droits et devoirs de l'enfant à travers le document sur la convention relative aux droits des enfants en cours qui a été animé par Mohamed Négus, président de la coalition des ONG de la protection des enfants de la région administrative de Kindia, qui était entouré des cadres d'éducation de Dubreka. L'occasion était opportune d'échanger avec les enfants sur leur quotidien, souvent parsemé d'embûches et de violations flagrantes à leur encontre. Que cette couche vulnérable doit comprendre afin de pouvoir se mettre à l'abri de ces violations qui influent négativement sur leur avenir. Au cours de ce regroupement, il a été expliqué aux enfants qu'ils n'ont pas que des droits, qu'ils ont aussi des devoirs vis-à-vis des parents, mais aussi de leur patrie. Respect des parents, par exemple, des coutumes et règlements. Alors, il leur a été dit également d'épouser les bons comportements.
en refusant de consommer la drogue et tous les autres excitants qui les conduisent à la dépravation, car ils sont l'avenir ou la relève de la nation. C'est pourquoi ils méritent amour et protection, dira Mohamed Négus de la coalition des ONG pour l'enfant. C'était le moment de faire à cette édition d'information. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Excellente suite de programme à notre compagnie. Bonsoir chez vous.